Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup, je vais y revenir pour votre présence. Je suis très heureux de vous accueillir en ma qualité de président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, mais je le fais bien évidemment en étroite collaboration et en associant Thierry Burlot pour Loire-Bretagne, Claude Gaillard pour Rhin-Meuse, André Flageolet pour Artois Picardie, Martin Malvy pour Adour-Garonne, François Sauvadet, notre président national de la conférence des présidents de comité de bassin pour Seine-Normandie, et puis au nom de Gilles Simeoni, avec Saveria Luciani, le vice-président du comité de bassin Corse. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour votre présence. Un double remerciement. Tout d'abord, au nom des présidents de comité de bassin. Dès votre prise de fonction, quelques jours après, c'était précisément le 15 octobre, vous avez souhaité, dans un agenda de ministre d'État qui prend ses fonctions, arbitrer une rencontre immédiatement avec les présidents, les directrices et les directeurs d'agences de l'eau et les présidents de comités de bassin, réaffirmant de fait, mais vous nous l'avez confirmé pendant la réunion, votre attachement aux instances décentralisées de bassin et aux agences de l'eau. Et un merci, je le dis, à l'ensemble des participants à ce colloque, tout particulièrement parce que vous étiez ce matin à l'autre bout de la France avec le Premier ministre en comité interministériel de la mer, et vous avez fait en sorte de ne pas manquer ce rendez-vous, et donc un double merci. Mais Monsieur le ministre, nous les responsables politiques, puisqu'à la tribune il y a, à travers le ministre d'État et les présidents de comité de bassin élus, des responsables politiques, je crois que nous devons des remerciements à la salle, parce que nous avons, et ce pays a la chance d'avoir dans chaque bassin une structure organisée, élue, reconnue, qui réunit les services de l'État, qui réunit les élus locaux, départements, régions, EPCI, EPTB et PAGE, qui réunit les acteurs économiques de l'eau, l'agriculture, les industriels, les pêcheurs professionnels, les énergéticiens, et si je ne peux pas tous les citer, permettez-moi, Monsieur le ministre d'État, de rappeler que dans cette salle, il y a EDF et la CNR, et puis les usagers non économiques, avec les consommateurs, avec les pêcheurs de loisirs, avec les associations environnementales et les loisirs d'eau vivre. Ces instances, Monsieur le ministre d'État, depuis 50 ans, la loi de la République les a appelées les comités de bassin. Et ces femmes et ces hommes, qui sont plus de 900 cet après-midi, ne sont pas toujours d'accord sur tout. Mais ils ont décidé depuis 50 ans qu'ils seraient d'accord sur l'essentiel, voter des programmes et trouver un consensus dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la préservation de la qualité de l'eau dans notre pays. Nous considérons, et je pense que vous le partagez, que c'est une chance énorme pour notre pays. Alors, Monsieur le ministre, très rapidement, pour que vous ayez la tonalité de nos débats depuis ce matin, la salle, comme vous pouvez l'imaginer, a bien évidemment réaffirmé son attachement à cette gestion décentralisée par bassin, où cette gestion décentralisée par bassin est financée par les prélèvements sur l'eau et qu'elle entend à ce que ces prélèvements sur l'eau reviennent au financement de l'eau. Nous avons aussi réaffirmé notre attachement à l'ensemble de ces structures qui ont embauché et qui ont des collaborateurs de qualité, qui sont parmi les pays européens, et pourquoi ne pas le dire dans le monde, la France possède des collaborateurs et des collaboratrices, à commencer par celles et ceux de l'Agence de l'eau, qui sont clairement identifiés parmi les meilleurs experts au monde sur l'eau. Et si nous comprenons que nous devons participer à l'effort de redressement des comptes de la nation, vous le savez, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, nous sommes très attachés à ce que cet effort de redressement des comptes de la nation n'aille pas trop loin sur les ETP de notre structure. Nous partageons, et là également nous en avons beaucoup débuté ce matin, nous en avons beaucoup débattu ce matin, nous partageons la lettre de mission que vous nous avez envoyée, à savoir que notre métier est en train de changer. Là où on s'est occupé pendant 40 ans uniquement du petit cycle de l'eau, aujourd'hui il faut élargir, s'occuper du grand cycle, et pourquoi pas dire s'occuper plus largement d'une vision globale de la gestion équilibrée de l'eau dans notre pays. Et donc nous devons et nous acceptons des nouvelles missions, et nous acceptons plus de missions, y compris la réparation des dégâts
du dérèglement climatique qui n'est pas seulement qu'une prévision, qui est devenue une réalité en bord de mer, en ville, en montagne ou dans le bassin méditerranéen où nous sommes aujourd'hui. Mais en face de ces missions nouvelles, nous devons, je pense, et c'est en tout cas le résumé d'une des tables rondes ce matin, Monsieur le ministre d'État, avec vous, avec la République, ouvrir le débat du financement de ces nouvelles missions, sans quoi nous serons dans l'incapacité d'assumer ensemble. Nous avons bien évidemment parlé d'économie d'eau et de substitution. Nous avons, et nous sommes prêts, avec vous, calmement et sereinement, avec les visions différentes, y compris dans cette salle, on l'a bien entendu ce matin, nous sommes prêts à vous accompagner dans un débat sur le stockage de l'eau. Où, comment, dans quelles conditions, pourquoi faire, autant de questions où nous sommes prêts à vous accompagner, Monsieur le ministre d'État, pour apporter des réponses. Des inquiétudes sont nourries sur la future structure de fusion entre l'ONCFS et l'Agence nationale de la biodiversité, même s'il ne nous appartient pas de juger de cette décision. Mais je vous remercie personnellement, puisque, je le dis à la salle, le ministre d'État m'a répondu très clairement, lundi soir dernier, tard dans la nuit, sur le fait qu'en 2019, les agences de l'eau ne paieraient pas la baisse du permis de chasse. Merci pour cette réponse, Monsieur le ministre d'État. Mais au-delà de 2019, nous souhaitons, avec les parlementaires que je salue de toute sensibilité et qui sont également intervenus sur ce sujet, que cette assurance aille au-delà de 2019. Enfin, peut-être le fil conducteur et le fil rouge de cette matinée, avec un grand témoin qui nous a fait une démonstration extraordinaire de pédagogie et d'un discours très technique ce matin de spécialistes dont nous avons maintenant, Monsieur le ministre d'État, l'impérieuse nécessité de le traduire, comme vous l'avez fait, cher monsieur, dans un langage simple que tout le monde comprend, c'est-à-dire monsieur et madame qui va acheter sa baguette de pain. C'est, je crois, probablement un des défis les plus importants qui s'est résumé ce matin, être capable de transformer ce que nous savons, notre discours de spécialiste, en un discours grand public, car nous ne relèverons pas le défi si nous ne sommes pas capables de faire adhérer les habitantes et les habitants de nos comités de bassin. Monsieur le ministre d'État, encore une fois, merci dans un agenda surchargé de votre présence aujourd'hui. Vous avez, Monsieur le ministre d'État, sur les épaules une lourde charge. Une lourde charge. Préserver la qualité de l'eau de notre pays. Eh bien, Monsieur le ministre d'État, nous sommes persuadés que dans cette salle, avec les comités de bassin et avec les agences de l'eau, vous avez les meilleurs partenaires pour y parvenir. Monsieur le ministre d'État, merci et je vous cède la parole. Et comme on ne fait rien tout seul, Monsieur le ministre d'État, on a organisé tout ça avec l'équipe de l'agence Rhône-Méditerranée et symboliquement, pour le remercier, le directeur général, au nom de tous les collaborateurs de l'agence, va vous remettre, ce qui est bien normal, un modeste cadeau qui parle d'eau. Ah, c'est un peu lourd, mais c'est inoffensif. Voilà. C'est un livre sur le fleuve Rhône et un recueil de haïkus sur le thème de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cet accueil. Mesdames, j'allais dire mesdames, messieurs les présidents, mais j'ai vu que c'était messieurs les présidents. Peut-être mesdames, messieurs les directeurs et directrices, puisque je sais qu'il y en a, mesdames, messieurs les élus, les parlementaires, monsieur le préfet et mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être ici et d'avoir pu répondre à l'invitation et je crois pouvoir dire que ma présence ici doit quand même beaucoup au lobbying intense de Martial Sadier, que je connais depuis longtemps. Et donc je connais l'engagement pour l'eau, mais aussi plus généralement pour les enjeux écologiques. Je l'ai vu, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, mais je l'ai vu pendant de nombreuses années à l'Assemblée nationale, et encore récemment, puisque hier, lors de la séance des questions d'actualité, il a pu obtenir de son groupe, ce qui n'a sans doute pas été facile, de poser une question sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et j'ai pu lui répondre. Et je dois dire que c'était un moment plutôt de calme
dans une séance de questions d'actualité qui était par ailleurs un peu agitée. Je suis d'autant plus heureux d'être avec vous aussi aujourd'hui que ma journée a en effet commencé plutôt sur le thème de l'eau salée, donc finalement la finir avec l'eau douce est quelque chose d'assez logique. Et le lien entre les deux, qui ne saute peut-être pas aux yeux des Français, est bien réel, et j'imagine que Jean-Louis Etienne vous en a parlé mieux que je ne pourrais le faire, et les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment le dérèglement climatique, et vous en avez parlé, vous avez placé aussi cette journée sous le signe de l'adaptation au dérèglement climatique, sont évidemment des phénomènes qui perturbent ou qui peuvent perturber encore plus gravement demain ce grand cycle de l'eau dont tu as parlé. Je te tutoie, Martial, parce qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps, dans ton petit propos introductif, et qui évidemment viennent aussi causer potentiellement de graves dégâts. Encore une fois, comme on le dit souvent, d'ailleurs pas simplement sur la nature, sur les écosystèmes, mais surtout sur notre capacité à nous autres êtres humains à continuer à vivre dans cet environnement, sur cette planète gravement atteinte par le dérèglement climatique et qui pourrait l'être bien plus gravement encore si nous ne faisons rien. Je suis aussi très heureux d'avoir pu répondre à cette invitation parce que, au-delà de cet enjeu vital qu'est l'enjeu de l'eau, et par ailleurs, parce que je sais qu'en ce moment il est plus facile de parler de l'eau et de se réunir autour de l'eau que de parler d'un autre liquide dont s'abreuvent nos voitures, mais aussi parce que, et pourtant il y a un lien entre les deux, et nous y reviendrons, parce que justement la question du dérèglement climatique, c'est bien ce dont on parle dans les deux cas, même si là aussi tout le monde ne partage pas cela, c'est bien la réalité à laquelle nous sommes confrontés et sur laquelle nous voulons agir. Non, je suis très heureux aussi d'être présent parce que je suis très attaché personnellement, d'une manière générale, à la décentralisation, au travail qui est accompli sur les territoires au service des habitants par les élus locaux. Je l'ai été moi-même à une époque et je sais ce que cela représente. Et à la place qui est la mienne aujourd'hui, en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire, je ne manque jamais une occasion de dire que je crois que nous ne pouvons pas réussir, les uns et les autres, à relever les défis auxquels nous sommes confrontés, dérèglement climatique, qualité de l'eau, qualité de l'air, état général de nos écosystèmes, biodiversité, transport, énergie. Tout cela, l'État ne peut pas le faire tout seul, il ne peut pas le faire si les collectivités locales ne se mobilisent pas, mais c'est également vrai dans l'autre sens. Les collectivités locales, qui ont de nombreuses compétences en la matière, ne peuvent pas réussir à mener des politiques efficaces s'il n'y a pas un partenariat et si on n'avance pas du même pas entre État et collectivités locales. Et sur la question de l'eau, je suis attaché, alors je ne sais pas si c'est un modèle français, parce qu'il faut rester modeste, mais en tout cas le mode de gestion que la France s'est donné, donc depuis un peu plus de 50 ans, pour avoir justement à la fois des compétences qui sont vraiment locales, la question de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement est une compétence autrefois communale, aujourd'hui principalement intercommunale, et il est bien que cela soit ainsi, même s'il y aura toujours quelques exceptions justifiées par quelques spécificités territoriales. Mais pour ce qui est de la ressource en eau, de la gestion de la ressource en eau, eh bien là, c'est bien l'État avec cette organisation décentralisée, c'est quand même une politique de l'État. Les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, mais décentralisés à l'échelle du bassin. Et là, c'est plus logique qu'à l'échelle simplement du bassin de vie. L'intercommunalité, c'est plutôt le bassin de vie de nos concitoyens. Là, c'est le bassin hydrographique, et c'est ça qui permet d'avoir la bonne échelle, tout en faisant participer les acteurs locaux, les élus locaux, les représentants des collectivités ou des acteurs de terrain dans le cadre des comités de bassin. Donc moi, je veux réaffirmer à cette occasion mon attachement à ce mode de gestion. Je sais qu'il a été mis en cause il n'y a pas si longtemps que cela, et qu'il a fallu, si j'ai bien compris, parce qu'à l'époque je n'étais pas ministre, qu'il y ait une inspection, une mission d'inspection commune à l'inspection générale des finances et à l'inspection de mon ministère
pour que l'on conclue que c'était bien le mode de gestion le plus efficace et que ce serait une grave erreur de vouloir unifier, pour ne pas dire recentraliser, les choses à l'échelle nationale. Et donc moi, je serai toujours un défenseur de ce mode de gestion et de ce mode opérationnel sur le terrain. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rester figé. Et les agences de l'eau, les comités de bassin ne sont pas figés. Et c'est normal, comme dans d'autres domaines, que ce soit en termes de gestion ou en termes de moyens financiers et aussi en termes de mission. Et Martial Saddier vient de parler de sujets, je vais y revenir, qui méritent peut-être que l'on fasse évoluer les missions et aussi, du coup, les ressources. Sur la question de l'eau, moi je crois qu'il est important de redire à nos concitoyens, notamment les responsables politiques, les élus, que si ça peut paraître comme une évidence, et aujourd'hui tant mieux finalement que pour les Français ce soit une évidence d'avoir de l'eau potable, d'avoir simplement à tourner un robinet pour avoir de l'eau potable, d'abord ça n'a pas toujours été une évidence, ce n'est pas une évidence partout dans le monde évidemment, mais même en France, il arrive, et je l'ai vu récemment à la Guadeloupe par exemple, où il y a de graves problèmes d'alimentation en eau. Je ne vais pas pointer du doigt telle ou telle responsabilité, mais on voit bien que s'il n'y a pas une bonne gestion, eh bien, très vite, ça peut se dégrader et on en arrive à des situations qui peuvent paraître extrêmes, mais qui sont pourtant bien réelles, où pendant plusieurs jours, il peut y avoir des coupures d'eau et même on organise, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre moi-même l'expression avant qu'on me l'explique, des tours d'eau, c'est-à-dire où à tour de rôle, on coupe l'eau. Et on n'est plus capable d'assurer l'alimentation en eau potable de tout le monde en même temps. Sans compter aussi qu'on n'est plus forcément capable d'assurer la distribution de l'eau potable et l'assainissement. Et ça, ce sont peut-être des situations extrêmes, mais qui montrent qu'il faut sans cesse entretenir les réseaux, réinvestir dessus, assurer le financement, comme dans tous les domaines. Parce que là aussi, j'entends parfois des gens qui voudraient que tout soit toujours moins cher au niveau du financement, que ce soit le prix que l'on paye d'un service, d'une matière, ou que ce soit les impôts, les taxes. On peut bien le comprendre, bien sûr. Chaque fois qu'on peut faire moins cher, il faut le faire. Mais si c'est au détriment de l'investissement, si c'est au détriment de la qualité, et on ne peut pas ensuite être dans l'ignorance des équilibres et dans l'irresponsabilité qui consisterait à dire il faut tout le temps baisser le prix. Moi, j'ai en mémoire des associations de consommateurs, par exemple, qui se lancent dans des comparatifs entre collectivités et qui disent à tel endroit l'eau est trop chère et à tel endroit c'est très bien, elle est très bon marché, et qui ne regardent pas du tout la structure de coût de production de l'eau potable. Et moi je me souviens, la ville de Nantes dont j'ai été l'élu était plutôt souvent citée en exemple pour son prix bas de l'eau. Mais sauf que pendant des années il y avait eu un sous-investissement et qu'un jour ça se paye. Parce qu'un jour, pour remonter le niveau de la qualité de l'eau potable ou remonter le niveau de la qualité de l'assainissement, tellement facile, et pendant des années ça a été comme ça. On ne regardait pas la deuxième partie du petit cycle de l'eau et on laissait repartir dans les rivières ou dans les fleuves des eaux maltraitées ou même parfois aussi en mer pour les communes littorales. Ce travail, il a été fait. Heureusement, on a monté le niveau d'exigence. Cela a un prix et c'est normal de le payer. Mais c'est vrai aussi aujourd'hui sur la ressource, plus globalement, en eau. Et là aussi, ce n'est plus une évidence dans beaucoup de régions françaises d'avoir une ressource garantie en suffisamment bonne quantité pour qu'on puisse garantir à tous les usages, et pas simplement à l'usage vital de l'eau potable, mais aussi à d'autres usages liés à des activités économiques, agricoles, industrielles, d'avoir une ressource en eau qui est importante et peut-être aussi même vitale dans certains usages. Moi, je suis aussi ministre de l'énergie et je vois bien que si le niveau des cours d'eau baisse considérablement, des fleuves, c'est le fonctionnement d'un certain nombre de centrales
qui se refroidissent ainsi, qui ne peuvent plus être garanties et donc qui doivent être arrêtées. Et si elles sont arrêtées, c'est l'alimentation en électricité qui ne peut plus être garantie pour nos compatriotes, et ainsi de suite. Je donne cet exemple parce que spontanément, on pense plutôt à l'exemple de l'agriculture, et il faut évidemment y penser aussi sur les usages de l'eau. Et donc ça, on voit bien que c'est une conséquence concrète que l'on peut toucher du doigt du dérèglement climatique. Bien sûr, il y a toujours eu des régions avec des saisons plus sèches et des saisons plus humides. Il y a toujours eu des régions où il y avait des pluies, des phénomènes de précipitation assez violentes. Les pluies cévenoles, comme on les a rappelées au moment des inondations dans l'Aude, c'est un phénomène qui a toujours existé. C'est un phénomène géographique au départ. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, et on peut en avoir la conviction, étayée par les études scientifiques, c'est que ces phénomènes s'aggravent et s'accélèrent à cause du dérèglement climatique. Et je crois que la prise de conscience des Français est là sur les effets concrets, malheureusement. Déjà aujourd'hui, on n'a pas su enrayer suffisamment tôt le phénomène du dérèglement climatique pour éviter les premiers effets. Et c'est la sécheresse cet été, comme la multiplication soit des tempêtes, soit des cyclones, des ouragans, notamment outre-mer, mais aussi des pluies parfois torrentielles. Et là, il faut en tirer des conséquences concrètes. D'abord, pour agir contre le dérèglement climatique, contre la cause du dérèglement climatique, que sont les gaz à effet de serre. Et là, je ne fais plus de l'humour sur la question de la fiscalité écologique, sur la question de la taxe carbone. Je le dis au passage parce que tout se tient, et c'est ma responsabilité d'ailleurs de ministre de la transition écologique et solidaire que de dire la vérité aux Français. On ne peut pas vouloir agir sur le climat, avoir pendant des années considéré qu'on n'agissait pas assez vite, pas assez fort sur le climat, et encore aujourd'hui, on peut le penser puisque les émissions de gaz à effet de serre augmentent en France. Alors qu'on s'était engagé à ce qu'elles baissent. Pendant d'ailleurs de nombreuses années, elles avaient baissé, mais là, l'année dernière, elles ont augmenté. On ne peut pas d'un côté dire cela, dire même, comme cela a été dit dans de nombreux débats médiatiques, politiques, avec des acteurs associatifs, mais aussi des élus, des responsables politiques, qu'il faut donner un prix au carbone. Ce mot d'ordre, donner un prix au carbone, qui semblait faire, sinon l'unanimité, en tout cas un large consensus, quand il s'agissait de l'énoncer y compris dans des colloques, dans des réunions comme celles que nous tenons aujourd'hui sur l'eau, mais quand on les tenait sur le climat, c'est concret. Parce que si c'est dire uniquement dans des colloques, dans des débats, et pour acquiescer à ce que disent les climatologues ou à ce que disent des personnalités éminentes comme Jean-Louis Etienne, mais qu'ensuite, quand il s'agit de le faire, donner un prix au carbone, il faut dire la vérité aux Français, c'est créer une taxe carbone. Ou c'est les quotas carbone, mais les quotas carbone, c'est une autre façon de renchérir le prix des émissions de CO2. Si on fait des quotas carbone dans la production d'électricité, dans un pays comme l'Allemagne, ça veut dire augmenter fortement, évidemment, le prix de l'électricité produite avec des centrales thermiques. Eh bien, il faut l'assumer quand c'est mis en œuvre. Ou alors, il faut arrêter de parler de la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que si, quand on fait cela, on dit que c'est de l'écologie punitive, ça veut dire qu'en fait, on prône une écologie de spectateurs, de commentateurs. On sera là pour éventuellement dénoncer les phénomènes, les commenter, les constater, mais ne surtout pas agir. Ou alors on ment aux Français. Alors c'est pas facile de dire la vérité aux gens quand ça a des conséquences concrètes qu'on souhaiterait tous pouvoir éviter. Mais Martial Sadier l'a dit aussi, si on ne fait rien, si on laisse les choses dériver, ça aura un coût aussi. Il faut le dire aussi ça aux Français. Et là, la thématique de l'eau, c'est une thématique très concrète. Parce que je parlais des problèmes de mauvaise gestion dans tel ou tel endroit, de réseau, etc. Mais alors ils peuvent être créés, ces problèmes, aussi par les effets du dérèglement climatique. Parce que les pluies torrentielles dans telle ou telle région, elles ont pour effet immédiat de rendre inopérants les réseaux d'alimentation en eau potable, de rendre inopérants
nos stations d'épuration et tous nos systèmes d'assainissement de l'eau. Ça, c'est l'effet immédiat. Et puis en plus, elle crée des dégâts considérables sur tout un tas d'infrastructures, et ces dégâts, il faut bien les payer. Parce que ces dégâts, et on en a parlé à l'Assemblée nationale avec Martial Sadier il y a quelques semaines, ces dégâts, ils ne seront pas payés tous par les compagnies d'assurance. Remarquez évidemment d'ailleurs que si les remboursements de réparation de dégâts sont faits par les compagnies d'assurance finissent toujours tôt ou tard par augmenter les prix des contrats d'assurance. Et d'ailleurs concrètement, le fameux fonds Barnier, pas tous les jours qu'un ministre peut donner son nom à un fonds, mais c'est pas M. Barnier qui finance le fonds Barnier. C'est même pas l'État d'ailleurs, moi je le dis, hein. C'est les Français avec leur cotisation, enfin avec une surcotisation sur leur contrat d'assurance. Mais on voit bien que, enfin, on en a déjà parlé, ça sera sans doute plus à l'échelle. Et c'est pas pour faire peur, c'est pas pour agiter les peurs sur les dégâts et les besoins financiers qu'il va y avoir, mais il faut quand même anticiper, et on y travaillera d'ailleurs ensemble. On n'a pas une recette miracle, hein, et on n'est pas encore en train d'annoncer une nouvelle taxe, etc. Mais il va bien falloir concrètement regarder comment on peut financer les besoins nouveaux et pour la prévention de l'adaptation au dérèglement climatique et pour la réparation des dégâts. Et il faut le dire, là aussi, être cohérent avec les gens. Ça ne sert à rien, sinon, de verser des larmes le temps d'un commentaire sur des phénomènes dramatiques qui, en plus, portent atteinte à des vies humaines. On l'a encore vu dans l'Aude. Si ensuite, très vite, on oublie et on repart comme avant et on ne fait rien contre le dérèglement climatique. Et tout le monde le sait, j'imagine que Jean-Louis Etienne en a parlé avant moi et mieux que moi, j'en ai parlé encore récemment avec Jean Jouzel, si on passe d'une augmentation moyenne des températures de 1,5 à 2 degrés, c'est évidemment pas 0,5 degrés de plus. C'est des dégâts considérablement amplifiés, des effets, des sécheresses considérablement aggravées en été, des pluies aussi beaucoup plus violentes avec des dégâts beaucoup plus importants. Et cela, nous devons le dire, non pas pour être là à tirer la sonnette d'alarme, le temps n'est plus à tirer les sonnettes d'alarme, mais pour agir. C'est un appel à l'action. Et tout se tient. L'action contre le dérèglement climatique avec la fiscalité écologique, qui n'est pas le seul levier, évidemment. Et d'ailleurs, nous mobilisons des moyens extrêmement importants par ailleurs pour transformer le secteur des transports, pour transformer le secteur de l'énergie, pour baisser les consommations, mais aussi l'action sur la question, par exemple, de l'eau. Un petit mot sur la question, puisque Martial Sadier en a parlé, de l'Agence française de la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui vont fusionner en un seul établissement. C'est notre volonté, c'est un projet d'ailleurs ancien, mais qui avait été bloqué quand l'Agence française de la biodiversité a été créée en 2016. Et donc là, il peut se réaliser, tant mieux. Ça permettra d'avoir un outil opérationnel beaucoup plus puissant sur les territoires, parce que c'est bien ça, pour avoir des agents sur le terrain, plus nombreux, qui seront multimissions et qui donc permettront d'avoir une action plus efficace, notamment sur des aspects de police de l'environnement, de la chasse, de la pêche, de l'eau, et en lien évidemment avec les élus des communes rurales. Et donc ça, c'est un projet auquel nous tenons beaucoup, qui doit être voté par le Parlement, en tout cas nous le souhaitons, au premier semestre 2019 et qui sera mis en œuvre au 1er janvier 2020. Et nous faisons tout pour qu'il en soit ainsi. Il y a la question budgétaire qui est venue s'ajouter puisqu'il y a eu une mesure d'exonération sur les permis de chasse. Cela crée un besoin de financement d'environ 20 millions d'euros, 21 millions, qui, dans l'immédiat, a été fait par un prélèvement sur la trésorerie de l'ONCFS, qui était de 42 millions d'euros, donc c'était faisable. Mais pour les années qui viennent, il faudra trouver un mode de financement. Et je connais les débats qui ont eu lieu l'année dernière avec les agences de l'eau sur le sujet, donc on tiendra compte aussi de ce qui a été dit, fait, par, je pense, on peut dire, discussion, négociation par le passé, mais sachant que je crois que personne ne conteste le lien qui me paraît évident entre la politique de l'eau et la politique de la biodiversité. Et les investissements qui sont faits
dans le domaine de la politique de l'eau, par les agences de l'eau, sont aussi des investissements en faveur de la biodiversité dans de nombreux cas, et c'est très bien ainsi. Donc il faut trouver les articulations, et on verra aussi à trouver le bon mode de financement pérenne pour ce nouvel établissement public qui d'ailleurs changera de nom et issu de la fusion de ces deux établissements. Sur les enjeux de l'adaptation des règlements climatiques, vous le savez, c'est au programme de la deuxième phase des Assises de l'eau. Je profite de cette occasion pour vous dire qu'elles seront suivies au sein de mon ministère par Emmanuelle Wargon, qui est la nouvelle secrétaire d'État qui a été nommée auprès de moi en remplacement de Sébastien Lecornu. Et donc c'est elle notamment qui suivra plus particulièrement, elle a déjà participé aux premières réunions de pilotage sur cette deuxième phase d'Assises de l'eau, et où la question de l'adaptation des règlements climatiques sera le sujet central. Nous aurons bien sûr à trouver des solutions innovantes. Et moi, je veux insister sur l'innovation, et je suis convaincu que les acteurs que vous êtes ont d'ailleurs des idées à proposer, des solutions que vous avez déjà expérimentées, testées peut-être sur certains territoires et qui peuvent nous être utiles ensuite pour l'ensemble du territoire, notamment sur cette question de l'adaptation des règlements climatiques, notamment sur l'utilisation autant que possible, j'allais dire, de solutions naturelles qui souvent d'ailleurs coûtent moins cher dans la gestion du grand cycle de l'eau que des investissements lourds. En tout cas, chaque fois que nous le pourrons, nous devrons le faire. Et je veux dire un mot à ce stade sur une question difficile qui est celle de la ressource en eau, de sa gestion et, disons-le, de la revendication, notamment bien sûr dans le secteur agricole, d'avoir une forme de stockage de l'eau, une forme de réserve d'eau. Cette revendication, je sais qu'elle s'est souvent heurtée à d'autres visions, y compris au sein de mon ministère d'ailleurs, sur la gestion naturelle du cycle de l'eau. Moi, je crois que là, c'est une conclusion, une conséquence concrète qu'il faut tirer justement des effets du dérèglement climatique. On ne peut pas rester avec des schémas anciens quand l'environnement, justement, à tous les sens du terme, a changé. Et il faut absolument trouver des solutions pour faire face aux phases de déficit structurel en eau, aux phases de sécheresse, et qui touchent potentiellement toutes les régions. J'en parlais avec monsieur le préfet de région, qui me disait que dans son ancien poste en Occitanie, il avait évidemment eu à travailler, notamment avec Martin Malvy, sur ce sujet, où là, ce sont des déficits parmi les plus importants de tout le territoire métropolitain français. Mais les cartes qui ont été publiées de la sécheresse on peut dire encore en cours, dans certaines régions, en tout cas de l'été 2018, montrent bien que ça peut toucher potentiellement toutes les régions de France. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on enlève toutes les œillères sur le sujet, qu'on regarde la réalité en face et qu'on cherche aussi des solutions qui ne soient pas simplement le copier-coller de ce qu'on a peut-être fait par le passé. Je vais donner un simple exemple. Quand on pense réserve d'eau pour les agriculteurs, on pense souvent irrigation. Et quand on pense irrigation, on pense tout de suite certaines cultures fortement consommatrices d'eau, comme le maïs, et le fait qu'on va arroser. Pas de l'irrigation en réalité, c'est de l'arrosage à grande échelle de champs de maïs, de champs ouverts, et avec le sentiment que c'est une forme de gaspillage de cette ressource précieuse qu'est la ressource en eau, à des moments où en plus il y a du déficit. Mais il faut quand même avoir conscience que d'abord, ce n'est pas la seule culture qui a besoin d'eau. L'irrigation d'ailleurs, ça existe depuis que l'agriculture existe, pour des cultures comme les fruits et légumes par exemple, et notamment dans les régions qui dépendent de ce bassin, un peu plus au sud de Lyon. Quand on va dans la vallée du Rhône, dans les départements des Bouches-du-Rhône, dans les départements du Vaucluse, du Gard, etc., il y a des infrastructures qui datent de l'époque romaine, qui étaient déjà consacrées en partie au transport de l'eau et à l'irrigation, mais il y a des besoins aussi concrets par rapport à des activités qui sont accrues aujourd'hui compte tenu du dérèglement climatique. Mais on l'a aussi dans l'élevage. Et je rencontrais des élus du Limousin. Dans le Limousin,
Limousin, il y a eu des besoins en eau cet été, ce n'est pas pour aller arroser du maïs, c'était tout simplement pour abreuver le bétail. Et par ailleurs, un élevage qui est extensif, qui est un élevage qui n'est pas dans des grands bâtiments. Donc il faut que l'on trouve des solutions qui passeront par une part de stockage, par une part de réserve d'eau. Sous quelle forme, aménager comment? Eh bien, moi je crois qu'on peut dialoguer et que d'ailleurs les comités de bassin peuvent être des lieux de dialogue entre les différents acteurs. Parfois il y a des affrontements, je ne suis pas naïf, il y a des affrontements autour des usages de l'eau. Il y a des endroits où c'est d'ailleurs parfois même violent, mais il y a des endroits où on a réussi à dépasser cela. Je sais par exemple que dans les Deux-Sèvres, où il y a eu longtemps, autour du Marais Poitevin, c'est le cas aussi en Vendée, il y a eu longtemps des affrontements autour de cette question. On est en train de trouver des solutions et on pourra s'en inspirer. Le rapport qui avait été commandé au préfet Biche par mon prédécesseur et le ministre de l'Agriculture précédent, il a été rendu, il jette les bases aussi, sans donner des solutions clés en main, il jette les bases de principes de gestion de la ressource en eau dans une logique, encore une fois, de partage, mais aussi d'adaptation au dérèglement climatique. Et donc tout le monde devra faire preuve de sens de l'adaptation et d'innovation. Je le dis aussi aux agriculteurs, je ne sais pas si certains de leurs représentants sont dans la salle, mais évidemment on ne peut pas continuer comme avant certaines cultures fortement consommatrices en eau alors que la ressource baisse. Et justement d'ailleurs, si on demande des réserves et du stockage, ce n'est pas pour continuer uniquement comme avant, c'est pour faire face à une nouvelle donne qui est celle du dérèglement climatique, des sécheresses, et donc chacun doit faire un effort d'adaptation. Je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions qui soient respectueuses à la fois du cycle naturel de l'eau et des besoins des uns et des autres. Voilà, j'ai sans doute été trop long, mais je voulais donner à la fois mon sentiment, la façon dont j'envisage ce travail, et avec vous et avec d'autres partenaires évidemment, sur la question de l'eau. Et en attendant, je souhaite un bon anniversaire encore, puisque c'est le 50e anniversaire, ce n'est pas tous les jours, de cette organisation des agences de l'eau, des comités de bassin, et une longue vie à toutes ces structures qui font vivre la politique de l'eau partout en France. Merci.